Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Rémi Mbaya qui nous a parlé de cet aspect, comment les gens réfléchissaient que la RDC était un scandale en termes de richesse par rapport à ses potentialités. On voit les mines, on voit les forêts, on voit la savane, on voit les fleuves, ainsi de suite. Mais le professeur Rémi, en tant que docteur en psychologie et docteur en sociologie, et il est en plus professeur émérite, il nous a expliqué que le scandale ne résidait pas par rapport aux potentialités, mais c'est plus dans la gestion de l'homme qui est la ressource humaine, qui est la première des ressources. Et il nous a demandé d'éveiller notre conscience pour que cette ressource, qui est la première des ressources humaines, puisse bien gérer les ressources de la RDC, afin que la RDC devienne un pays émergent. Vous nous avez suivis partout et vous avez répondu, vous nous avez envoyé plusieurs messages. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je commencerai ici en RDC. Vous nous suivez de Walungu, vous nous suivez de Beni, Butembo, de Goma. Vous nous suivez à l'est de la RDC. Vous nous suivez dans le Kassai, Kinshasa. Vous nous suivez au Congo central. Vous nous suivez à Bongandanga. Vous nous suivez partout en RDC. Soyez le bienvenu. Vous nous suivez dans tous les pays limitrophes de la RDC. Le Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l'Angola, la Centrafrique, la Zambie. Merci de suivre votre émission et aussi le Congo-Brazzaville. Vous nous suivez partout en Afrique. Je vais du nord au sud, de l'est à l'ouest, merci. Et je vais vers l'Europe. Vous nous suivez en Suisse, à Le Châtel, à Lausanne. Vous nous suivez en France. Vous nous suivez en Belgique. Vous nous suivez en Allemagne. Merci de vos nombreux messages. Et je vais en Amérique. Vous nous suivez au Canada. Vous nous suivez à Montréal. Vous nous suivez à Québec, vous nous suivez à Laval, merci. Vous nous suivez aux États-Unis, Boston, vous nous suivez à Harvard, vous nous suivez à Washington et vous nous suivez à Dallas, là où nous avons de la famille. Merci de nous soutenir. Merci pour tous les messages qui proviennent du Brésil. Là, je vais au Brésil, je vais à Rio de Grande do Sul, je vais à Porto Alegre. Merci pour vos messages. Et ceux qui sont aussi de l'autre côté, là, je vois l'Australie, je vois l'Asie, je vois la Chine, je vois Beijing, je vois le Japon, je vois Dubaï. Merci de nous suivre. À cet instant que vous nous suivez, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme numérique, nos réseaux sociaux. Par exemple, sur notre page Facebook Data Market, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube, notre chaîne YouTube Symphorien Katende. Merci pour vos appels, vos soutiens, vos suggestions. Nous sommes au mois de la femme. Nous recevons une grande dame. Elle est entrepreneur. Elle est aussi entrepreneur sociale. Elle accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat. Cette femme congolaise qui veut faire changer les choses. Cette femme congolaise qui s'affirme. Ce soir, nous avons pour vous ici une grande dame que je vais saluer. Bonsoir, Pascaline Zamunda. Bonsoir, cher Symphorien. Pascaline Zamunda, j'ai introduit auprès de nos téléspectateurs, vous êtes entrepreneur social, vous accompagnez les jeunes, vous êtes vous-même entrepreneur, vous êtes consultante. Mais s'il faut mieux et bien présenter Pascaline Zamunda, qu'est-ce qu'il faudrait dire? En tout cas, j'aimerais me limiter à l'entrepreneur social. Voilà. D'abord. Pascaline, c'est le mois de la femme. Oui. La femme prend conscience, la femme qui entreprend. Ce qui est vrai, depuis les lustres, depuis les âges les plus reculés, la femme est entrepreneur parce que c'est elle qui gère le foyer. Pour gérer le foyer, il faut avoir du tact, il faut savoir équilibrer, il faut savoir être diplomate. Est-ce que la femme est une vraie entrepreneur pour ceux qui ne croient pas? Bien sûr qu'elle l'est. Et au-delà de la gestion ménagère, bien sûr qu'il fait appel à certains talents, à de l'art aussi. Mais la femme, elle est dehors. La femme, elle produit. De toute façon, on connaît avec le contexte de notre pays que depuis un certain temps,
c'est la femme qui assure la survie de ménage. Donc, au-delà de tout ce qu'elle fait au niveau reproductif, il faut dire que sur le plan productif, la femme fait beaucoup. Et ça, c'est pas parce que je suis une femme que je le dis. Pour les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, quel est le profil de Pascaline Zamunda sur le plan professionnel? Oui, Pascaline Zamunda, je dirais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler et qui aime le travail de qualité surtout, qui prend en compte le facteur temps et qui veut toujours être en avance, si pas à temps. Donc, il préfère faire ses projets avant pour venir les partager avec les personnes intéressées au moment opportun, afin bien sûr de les aider à réaliser, à comprendre le projet. Mais elle veut vraiment avoir la maîtrise de choses du début à la fin pour ne pas se dérouter de ses objectifs. Elle est aussi humaine parce qu'elle elle tient toujours à placer l'homme au centre de toutes choses. Je dirais même que c'est sa devise. Pascaline, pour toi, c'est qui un entrepreneur? C'est qui la personne qui entreprend? Oui, la personne qui entreprend, c'est la personne qui est dans une situation où elle a perçu soit un problème, soit une opportunité, et elle se sent être capable d'y apporter une solution matérielle. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, bien sûr, on ne doit pas être évasif, on doit être concret dans ce qu'on fait. Donc on quitte l'aspect, on quitte l'état d'une pensée, ça veut dire on a perçu un problème, mais on a conçu, soit on quitte d'un problème, on perçoit aussi une opportunité à travers le problème et on fait un plan pour sa matérialisation. Le plan, bien sûr, peut rester aussi dans la tête, mais on conseille toujours de l'avoir sous forme d'un projet, par exemple, sous forme d'un business plan, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, et puis de l'exécuter. Voilà. Pascaline, l'entrepreneur, c'est celui qui veut avoir beaucoup d'argent ou bien l'entrepreneur, c'est celui qui a une quête, celle de changer son environnement? Bon, je vais dire les deux, parce que de toute façon, tout dépend aussi de l'ampleur Mhm. du projet. Et un vrai entrepreneur, il vise l'intérêt, il vise les bénéfices, ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre entrepreneur social et entrepreneur tout court. Mhm. Un entrepreneur social peut avoir les objectifs purement sociaux, humanitaires, comme vous voulez, mais un entrepreneur tout court, il a un objectif de rentabilité, il a un objectif pécuniaire. Donc, je ne vais pas limiter les millions, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, on veut de l'argent. Voilà. Et donc, il peut, bien sûr, c'est là que j'ai évoqué le problème ou l'opportunité. Les sociaux, ceux qui veulent travailler dans les domaines socio-humanitaires, ils peuvent voir ça comme un problème, mais lui, il voit ça comme une opportunité. Mais la finalité, c'est d'y apporter une solution. Sauf que pour l'humanitaire, peut-être il peut se limiter dans l'apport de la solution, mais lui, il veut l'aspect rentabilité, l'entrepreneur. Mais Pascaline, pourquoi nous ne sentons pas cette ambition, par exemple, d'être riche? Pourquoi les gens n'en parlent pas, selon toi, selon ton expérience? Parce que si vous allez dans d'autres cieux, par exemple en Europe, aux États-Unis, les jeunes vous disent carrément, moi j'aimerais devenir par exemple millionnaire, milliardaire, j'aimerais par exemple écrire des livres, ainsi de suite. Mais pourquoi ici on n'en parle pas plus? On a peur, c'est par rapport à notre culture de ne pas parler de la richesse. Comment tu analyses cela? Oui, moi je dirais que il y a beaucoup de choses. C'est une situation assez complexe et je ne dirais pas que c'est tout le monde qui n'a pas ces ambitions de pouvoir atteindre leur vision Mhm, et ou qui n'ont pas de grandes visions. Il y a des gens qui ont des grandes visions, il y a des gens qui se permettent de mhm, rêver grand même. Mais effectivement, comme tu évoques l'environnement aussi a une part dedans. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, entreprendre, il y a lieu effectivement de dissocier les choses. Aujourd'hui, on voit que au lieu de parler d'entreprise, les gens ont plus des icebergs, les gens ont plus d'ONG. Mais vous allez voir la confusion qu'il y a des ONG qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Il y a des icebergs qui, à un moment donné, veulent chercher, créer des richesses. Ça peut se faire, mais on encourage plus quelqu'un qui a pour ambition, pour vision de créer des richesses, de le faire à travers une entreprise. Moi, je vous ai dit que j'étais en même temps entrepreneur,
mais aussi entrepreneur social. L'entrepreneuriat social, je l'ai fait à travers l'ONG, mais tout ce qui concerne ma vision de créer des richesses, je le fais à travers une entreprise, par exemple. Donc, moi, je pense la question ici, c'est d'abord notre environnement, de façon générale, mais aussi le fait de notre démarche. À un moment donné, on dirait qu'il n'y a pas une culture entrepreneuriale, mais moi, je ne dirais pas ça, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui entreprennent. Même les jeunes qui vont le crédit à côté, c'est un entrepreneur. Mais est-ce qu'il a pris conscience qu'il est effectivement un jeune entrepreneur? C'est là la question qu'il faut se poser. Mais s'il a besoin, ou s'il arrive à prendre conscience, ou quelqu'un arrive à lui faire prendre conscience, il peut effectivement se permettre de rêver pour dire, bon, j'ai commencé par des cartes de crédit de $10. Si je pense comme ça, je fais là, peut-être je peux atteindre $100. Et de toute façon, il va bien sûr avoir cette envie d'atteindre des millions aussi. C'est pas un sujet tabou, de toute façon, de rêver d'avoir des millions. Pascaline, il y a un mot que tu viens de relever qui attire notre attention, prendre conscience. Donc, tout va de là. La magie s'opère lorsqu'on prend conscience de ce que Absolument. l'on recherche. Ouais. Donc, lorsqu'on ne prend pas conscience, Pas du donc on tout. ne décolle pas. Oui, pas du tout. Et moi, je trouve que c'est là très dangereux. Et au lieu d'avancer, ça fait reculer. On ne peut pas Ok, on ne peut pas subir une situation, dans tous les cas. ok. Il faut se connaître et se reconnaître. Parce que tu ne peux pas te dire entrepreneur et consciemment, tu ne sais pas que tu l'es. Tu seras en train de faire quoi entre-temps? Bien sûr que tu pourras... l'entrepreneuriat, on dit aussi que ça peut être inné. Ça veut Mhm, dire, on a vu nos mamans vendre, réaliser un chiffre alors qu'elles n'ont jamais été à l'école. mhm. Mais il faut formaliser cela s'il faut espérer aller plus loin. S'il faut systématiser cela, il faut vraiment prendre conscience et dire que ce n'est plus un enjeu personnel, mais ça devient un enjeu à un autre niveau. Tout à Parce fait. que si moi je suis une maman, je m'élimine juste à vendre ma farine pour qu'à la fin je puisse avoir 1 000 francs de bénéfices pour venir vendre. Alors qu'il y a la loi de l'offre et de la demande que je dois maîtriser, alors qu'à un moment donné, il y a l'enjeu par rapport aux taxes, par rapport aux impôts. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut qu'on arrive à être dans le système. Donc, à ne pas juste se considérer comme entrepreneur individuel, mais vraiment, et alors, il faut être vraiment dans les systèmes. Et c'est là que les Européens, je dirais, qui sont en avance, parce qu'à un moment donné, ils cessent d'être un entrepreneur individuel, mais il devient un entrepreneur de la communauté, par exemple, et il prend conscience que voilà là où je me situe au niveau de la communauté. Pascaline Zamunda, nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau parce que vous maîtrisez deux domaines qui est de l'entrepreneuriat qui vise à créer de richesses, ainsi que l'entrepreneuriat social où vous encadrez les jeunes, vous accompagnez les jeunes. Débutons d'abord par l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Comment vous encadrez les jeunes? Comment vous les accompagnez? Voilà. J'ai compris que l'entrepreneuriat est incontournable. On ne peut pas, normalement, on ne devait pas inciter les gens à être entrepreneurs parce que la vie, la réalité contraint les gens à entreprendre. Mhm, Mais je comprends que dans notre société, que c'était devenu plus qu'un besoin parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Il y a suffisamment aussi de jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Et pour survivre, ces jeunes-là, ils ont pensé que non, je dois faire quelque chose. Et ce n'est pas que les jeunes. Il y a des femmes, il y a des hommes. D'où on a vu qu'il y a une grande catégorie de Congolais qui entreprennent. Mais fort dommage, c'est que la plupart s'élancent. Dieu merci pour ceux qui ont un talent naturel. Ils essayent de se frayer une voie, bien que souvent, ça n'évolue pas beaucoup. Mais pour ceux-là qui, de par les difficultés, de par les contraintes de la vie, ils ont pensé que comme je n'ai pas eu la chance d'avoir un cursus scolaire, ça n'a pas abouti par rapport à ça. Mais même pour ceux-là qui ont abouti, mais ils n'ont pas d'emploi, l'entrepreneuriat est devenu un chemin incontournable pour cela. Mais comment ils vont s'y prendre? Parce qu'effectivement, ils ont eu l'envie d'entreprendre, parce que pour eux, c'est aussi un chemin ou un schéma pour survivre, pour se retrouver, pour se réaliser dans la vie. Alors, ils sont abandonnés à leur propre sort parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment de cadre,
qui permettent à ce que ces jeunes, ces femmes, ces hommes puissent être canalisés en fonction de leur vision, puissent être encadrés. Et moi, j'ai vu cela sur deux aspects. J'ai vu Ok. d'abord que c'était une opportunité parce que ce sont des gens qui ont des idées. Il suffit juste de les accompagner. En les accompagnant, on peut faire face à plusieurs maux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment le banditisme, l'oisiveté, la prostitution des jeunes filles et consorts. Donc l'entrepreneuriat est devenu une opportunité dans ce sens. Là, je vois le groupe d'individus. Tout à fait. Mais quand je vois l'État, je dis que si l'État veut bien sûr aussi avoir plus d'impôts, il a tout intérêt à investir dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat dans l'informel, pour moi, est un manque à gagner pour l'État. Donc, j'ai vu ça sous les deux angles, le développement économique du pays d'abord, parce que ces gens-là vont entreprendre, ils vont subvenir à leurs besoins. Donc, c'est le PIB du pays qui augmente, mais aussi pour ce qui concerne l'État, non seulement ça va réduire le travail de création de nouveaux emplois, mais aussi il va gagner en termes d'argent. Et ça va résoudre d'autres problèmes. Bon, je ne sais pas, les premiers ministres ou je ne sais pas qui, mais au moins vous comprenez que c'est quelque Vous en avez chose, la potentialité. c'est quelque chose qui aiderait l'État dans ce sens-là. Et moi, comme actrice du changement et du développement, j'ai trouvé que ça valait la peine quand on parle de la lutte contre malnutrition, de la politique, de la démocratie, de la bonne gouvernance. L'entrepreneuriat, c'est aussi une thématique tout à fait incontournable. Très chers téléspectateurs, vous sentez que nous avons un grand calibre sur ce plateau qui maîtrise très bien son domaine et qui est en train de développer et de montrer que l'État est en train de perdre de la valeur ajoutée par rapport à l'entrepreneuriat qui se fait de manière informelle. Ouais. Concentrons-nous maintenant à ce jeune qui se dit, tiens, je voudrais entreprendre. Par où commencer? Par où le jeune doit commencer pour entreprendre? Ouais. Je dois parler vraiment d'expérience Tout parce à que fait. pour la plupart des Tout à fois, fait. Mhm. vous avez beaucoup de jeunes qui viennent, j'ai un projet, je suis entrepreneur. Mais quand vous lui posez la question, vous lui dites, tu entreprends dans quoi? Il te donne quelques idées seulement. Et souvent, et ça aussi je le décourage, l'entrepreneuriat ne devait pas être un refuge pour des gens qui manquent que faire. Parce que si tu ne t'en sors pas dans un autre domaine, ça ne veut pas dire que c'est dans l'entrepreneuriat que tu vas Non, je nécessairement suis te dans le retrouver. numérique. Je Parce que vends e-market. je t'ai dit tout ça, mais si vous lui demandez la plus-value, vous lui demandez Qu'est-ce les que tu retombées de gagnes? tout Est-ce que tu ça, vis de ton oui, travail? ça devient de la distraction et ça devient une autre forme de chômage. Ok. Oui, parce qu'effectivement, tu vas perdre beaucoup de temps parce que l'entrepreneuriat est très exigeant de par la nature même, parce que là, ce n'est pas un contrat que tu as signé, tu dois aller chercher le contrat, tu dois convaincre les gens, tu dois être organisé. Donc, ce n'est pas un Ok. domaine très facile. Donc, ça ne devait pas être pour les gens aussi facile. Il faut Donc, avoir des attitudes et des compétences. absolument, d'un certain caractère, de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. C'est pour cela que c'est facile pour quelqu'un qui a travaillé de basculer dans l'entrepreneuriat parce qu'il a déjà une certaine expérience, il va savoir comment orienter les choses. Ok. Pour quelqu'un qui vient de nulle part, soit disant parce que ça n'a pas marché là-bas, je vais m'improviser dans l'entrepreneuriat. Peut-être ça fait genre, hein? Je suis Ça entrepreneur. tourne. Bien sûr, il va se contenter de ça, hein, mais du côté des résultats, il n'y aura rien. Et ça va peut-être faussement gonfler les nombres des jeunes qu'on appelle les jeunes entrepreneurs, mais du côté des résultats, il n'y aura pas assez de choses. Donc moi, j'ai fait un constat. Il y a beaucoup de jeunes il y a aussi un effet de mode, parce qu'à un moment donné, tous les jeunes étaient activistes, tous les jeunes avaient des ONG, tous les jeunes avaient des projets, mais maintenant, tous les jeunes disent qu'ils sont entrepreneurs. Effectivement, il y a l'aspect d'un problème d'encadrement, un problème d'accompagnement, un problème de chômage, comme je l'ai dit. Et ce qui fait que, bon, au moins, on peut avoir une idée, on peut avoir même la dénomination de son projet, même s'il n'y a pas un contenu. Et donc, il y a ça. Mais il y a des jeunes qui peuvent dans cette situation, mais quand ils ont un encadrement, la personne dit, voilà, quand tu veux être entrepreneur, tu dois avoir une idée réelle, tu dois pouvoir avoir les regards dans ta communauté pour voir voilà les problèmes pour lesquels je voudrais apporter des solutions. Tu trouves un accompagnement. Et ça aussi, ça marche. Mais les jeunes que nous, on encadre ou on voudrait encadrer, parce que la plupart des fois, on a commencé avec ceux-là qui avaient des idées,
mais qui n'arrivaient pas à avancer parce qu'ils pensaient qu'il fallait leur donner de l'argent. C'est un sérieux problème. Hein? Voilà, Un projet sans financement reste une idée. Hein? Absolument. Absolument, et ça ne va convaincre personne et la personne ne sera pas du tout motivée. D'ailleurs, il va te trouver dangereux. Parce que lui-même, il est entrepreneur. Comment tu veux qu'il prenne une partie de son argent, te donner, tant qu'il ne sait pas ce qu'il va gagner en te donnant cet argent-là. Alors, nous, on a voulu aider les jeunes qui ont déjà fait un pas dans l'entrepreneuriat, mais aussi en ne les donnant pas de l'argent. Nous, notre appui ne consiste pas à donner de l'argent aux jeunes. Notre appui consiste à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs, mais aussi à travailler sur les climats des affaires. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut bien avoir des bons projets, mais à un moment donné, si l'État n'est pas avec toi, c'est très difficile de continuer, parce qu'à un moment donné, on a vu que l'État était devenu un prédateur vis-à-vis des entrepreneurs. Quand tu évolues, ça attire les prédateurs, ils viennent, ils te sucent, et puis après, tu es foutu. Donc, on a plus voulu travailler sur ces deux aspects et il y a vraiment de la matière. Donc, on a évolué avec un groupe de jeunes entrepreneurs, je crois une cinquantaine de jeunes qui ont la capacité de formuler un projet et de les suivre, mais aussi on travaille dans l'autonomisation. Là, on apporte de la formation et c'est de l'entrepreneuriat social aussi pour les jeunes filles, par exemple, mères qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier et qui ont besoin d'une activité génératrice de ressources. Et puis, on agit maintenant sur l'environnement de travail, l'environnement sociopolitique, économique, tout ça. C'est en ça que constitue notre accompagnement. Pascaline Zamunda, une petite anecdote. De notre traversée de Goma à Bukavu, sur le lac, à Iusi, j'étais avec un commerçant chevronné. On a mangé le sambaza. Il me faisait rire, il me dit, ça ne faut rien. Tous vos jeunes sont devenus compliqués avec entrepreneurs. Mais il faut dire qu'entrepreneur, c'est tout simplement être commerçant. Absolument. Nous, on a vendu de l'huile de palme. Mais il faut commencer par des métiers simples. Mais ils vont avec des concepts compliqués, ils ne comprennent pas. Oui, oui. Pourquoi on ne leur dit pas tout simplement qu'ils sont commerçants? Pourquoi ne pas dire à ces jeunes, tout simplement, jeune, tu vas commencer une activité commerciale et tu dois évoluer partie par partie. Lui, il a commencé avec son expérience symphorien. À Kinshasa, je vendais des bidons d'huile de palme. Je prenais à crédit, je vends, je paye et la partie qui restait, je gardais, je mettais quelque part. Et jusque quand je me suis constitué un fonds et j'ai démarré à mon propre compte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de manger le sambaza sur le lac Kivu. Mais pourquoi ces jeunes avec ces concepts qui leur viennent de l'Occident, ils se compliquent? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de concept? Les gens ne comprennent pas les choses. Est-ce qu'on ne peut pas dire les choses clairement aux jeunes que non? Il faut d'abord commencer avec ce que tu maîtrises et après évoluer. Ce n'est pas ça. Bien sûr que c'est Parce que quand tout le monde est dans les e-markets, qu'est-ce qu'on comprend? Évidemment, moi, je ne pense pas qu'on doit se projeter. Bien sûr, c'est bien d'avoir des modèles quand on fait l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas les prendre mal. Il ne faut pas être dans le péjoratif. Ça veut dire, tu vois, Mark Zuckerberg, et tu te dis, d'abord, tu commences par t'habiller comme lui, et puis tu commences à faire les mimiques comme lui, et puis tu penses que tu es l'entrepreneur que tu veux. Non. Comme tu l'as dit, il faut savoir saisir d'abord les opportunités. Et surtout, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est la prise des risques. Il faut prendre des risques. L'entrepreneuriat, en tout cas, ce n'est pas 1 + 1 = 2. C'est savoir que je pense que 1 + 1 = 2. C'est penser, mais ce n'est pas dire que c'est sûr que c'est ça. Et quand tu commences, ce n'est pas sûr de là où tu vas venir, mais on te dit commence d'abord. Et il faut du courage. Il faut vraiment du courage et du sacrifice. D'où les rêveurs qui pensent qu'effectivement, je dois rester de chez moi en train de rassasser les concepts. Bon, de toute façon, eux-mêmes, ils se rendent compte après que ça n'a pas marché. C'est comme ça que tu vois, à un moment donné, ça devient comme un tremplin. Bon, jeune entrepreneur, je tente ici, je tente là-bas. Et quand ça n'a pas marché, j'ai fait quand même aussi de j'ai l'honneur en même temps. Et là où ça va répondre, c'est là. Donc, c'est juste des gens qui sont à la quête d'un emploi, pour la plupart.
Mais on a besoin des entrepreneurs en RDC, des vrais entrepreneurs, parce qu'il y a effectivement des opportunités. Mais comment devenir entrepreneur, Effectivement, parce Pascaline que moi j'ai Zamunda? vu, moi je peux vous parler, aujourd'hui, et même si vous parlez des e-market, ce n'est pas toujours utopique. Moi j'expérimente là, j'achète beaucoup de choses en ligne aujourd'hui. Beaucoup, et non seulement parce que c'est rapide, ça t'épargne le transport, mais ça te frappe d'ailleurs à l'œil quand tu vois la photo. Mais parfois, ce n'est même pas ce qu'on voit sur la photo. Oh là là! Donc, tu te dis, ah, ça c'est joli. Et tu es toujours tenté à prendre. Donc, ça fonctionne. Et il y en a, moi, je vois beaucoup de jeunes filles, jeunes qui sont même encore étudiantes ou qui ne sont pas du tout étudiantes et qui fonctionnent. C'est ce que je dis. Pour ceux-là qui pensent que l'entrepreneuriat les intéresse, il ne faut pas qu'ils aient aussi trop de réflexions. Bon, moi, je vais y aller comme ça, je vais mettre carré. Il y a un formateur avec qui on a été, Michel Kahacha, et qui nous a dit que lui, il admire ces Chinois, ces Libanais qui viennent chez nous. N'en déplaise tout ce qu'on raconte Sans autour rien, d'eux. sans fond. Il ne connaît pas, il est dans un autre continent, mais il prend son diplomate, il débarque là-bas, ils disent, je viens faire le business. Ce n'est pas nous, on va d'abord se demander, je vais aller à Goma, est-ce qu'il y a mon oncle là-bas, est-ce qu'il y a ma tante là-bas? On se pose beaucoup de questions et qui finissent par nous décourager. Donc, il faut aussi avoir cette culture entrepreneuriale. Pas seulement parce qu'on a faim, on pense qu'on va vendre ceci. Non, quand tu vas être rassasié, donc tu seras obligé de laisser. Ou si on te propose autre chose, tu vas laisser. On a besoin des entrepreneurs. On sait tous que c'est le secteur privé qui fait vivre les pays, qui fait vivre le gouvernement. Le gouvernement, à plus forte raison, le nôtre, n'a pas une capacité de créer suffisamment d'emplois pour tous les jeunes qu'on lance sur le marché du travail. Et moi, je ne dirais pas seulement pour cette recommandation, mais surtout que ça paye, ça fonctionne. Si on parle seulement Kinshasa a plus de 8 millions d'habitants, même si tu vendais des lacets, tu vas toujours te retrouver. Et c'est souvent, comme vous avez dit, c'est les petits business qui ont de la rentabilité. Donc, c'est juste question de vision, c'est juste question de savoir comment s'y lancer. Je peux dire que je suis concernée aussi parce que parfois, on y met trop de réflexion et on voit que c'est ceux qui ont pris les risques, qui réfléchissent moins, qui commencent et qui s'en sortent après. Est-ce que ce n'est pas la peur de l'échec? Les gens ont peur d'échouer. Oui, Et chez surtout, nous, ceux qui oui. sont venus n'ont pas documenté sur leur échec pour pouvoir encourager ceux qui viennent après. C'est ce que je dis, que l'entrepreneuriat n'est pas systématisé chez nous. C'est encore quelque chose d'individuel. L'État saisit l'entrepreneuriat juste au moment où il a besoin d'impôts, il a besoin de taxes et tout ça. Mais est-ce que c'est systématisé? On sait qu'il y a la FEC aujourd'hui, il y a des fédérations, des syndicats, ça et là. Mais ce n'est pas pour autant que l'État a suffisamment documenté l'entrepreneuriat en RDC. Les gens, chacun y va à son rythme. Et donc, personne ne peut saisir, situer l'entrepreneuriat. Ah, en RDC, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et au contraire, d'ailleurs, les gens ont une très mauvaise lecture de l'entrepreneuriat parce qu'on s'est dit, si tu vas entreprendre là-bas, c'est l'enfer parce qu'il faut d'abord soudoyer, il faut payer là. Mais si l'État avait une vision de l'entrepreneuriat, moi, je suis sûre que les gens seraient fixés et les gens pouvaient même savoir, je dois entreprendre dans tel domaine, là où il y a le besoin. Voilà. Et ils pouvaient aussi venir à la rescousse de ces jeunes qui t'attendent encore et qui ont besoin d'être fixés sur un aspect des choses. Vous avez parlé de l'État. Le président de la République revient d'un sommet au Kenya où il a rencontré le président Macron, le président Kenya et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé d'un entrepreneur qui, Oui, à partir des voilà, c'est bien. Avant d'y arriver à cet aspect de la reconnaissance de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut avoir honte d'avoir échoué dans le business? Bien sûr. Est-ce qu'on doit avoir honte d'échouer? Est-ce qu'on ne peut pas échouer dans son business? J'ai commencé, par exemple, je me suis fait rouler. J'ai commencé, j'ai tout perdu. Parce que les gens pensent que quand tu commences le business, donc il faut démarrer, ça va, ça avance. Pas du tout. D'abord, avoir honte, c'est un sentiment normal aussi. Tu peux avoir honte, après tu te dis, bon, je recommence quand même. On a eu honte dans plusieurs situations, mais ce n'est pas ça qui nous dissuade. Ce n'est pas parce que tu as eu honte que tu vas t'assassiner, Tout tu à vas te fait. suicider. Non, non, non. Tu peux avoir honte, oui, et il faut effectivement... il faut ruminer son échec. C'est dire, voilà, j'ai échoué, mais moi je pense que c'est à cause de ça. Ça veut dire que je dois repartir sur d'autres bases.
Donc, c'est tout à fait normal. Il faut pas faire semblant de ne pas avoir mal d'échouer. S'il faut avoir mal, tu ressens. C'est un sentiment. Tu Ok. dis, oui, oui, là, j'ai échoué en tout cas. Mais tu tires des leçons de ton échec et tu te dis, voilà. Donc, Oh, ce qui est important, c'est de tirer des leçons. absolument. Parce que la honte, elle est inévitable. Tu vas ressentir cela. Donc, Tu dis, j'ai investi dans un oui, taxi. ça n'a Ça pas n'a pas marché. marché. J'ai dû Oui, vendre le taxi. oui, et d'ailleurs, tu dois partager l'expérience avec d'autres, Ok. parfois en rigoler. Moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça et avec les amis, j'ai dit, voilà, je me suis embarquée dans telle aventure, ça n'a pas marché. Parfois, j'en rigole, mais au moins, en même temps, ça me donne aussi la matière à réflexion pour dire, Ok. voilà, je devais pas, je pense qu'à l'avenir, je ne devais pas continuer sur cet angle-là. Et donc, c'est tout à fait normal d'échouer et d'avoir honte d'échouer, mais ce qui n'est pas normal, c'est de penser que parce que j'ai échoué, cela, ça veut dire que on doit fermer les portes et fini, la Mhm. vie s'arrête là. Non. Ok. Non. Je sais que c'est difficile d'entreprendre. Ça, je ne dois pas dire que c'est facile. Et même dans Outre-mer, j'étais Alkitenge, qui est un entrepreneur. Chaque fois, il nous donne des formations et il a répété qu'il nous a donné même un chiffre, des statistiques en Europe. Autant d'entreprises sont créées chaque jour, mais c'est peut-être une centaine qui résistent à la fin. Donc là aussi, ils sont confrontés aux mêmes réalités parce que pour que ça marche, il faut d'abord beaucoup d'efforts de la part de l'entrepreneur, mais aussi de l'environnement. Et là, on parle comment est-ce que cela est structuré. Donc, si aussi l'environnement te donne des opportunités, mais tu n'es pas organisé en tant qu'entrepreneur, ça ne va pas marcher. Donc, l'erreur peut être de la part de l'entrepreneur lui-même, l'erreur peut venir aussi de la part de l'environnement. Donc, c'est partagé. Pensez-vous que, parce que là, nous revenons sur le président de la République qui a vanté l'entrepreneur, le jeune entrepreneur qui l'a accompagné dans ce sommet au Kenya. Pensez-vous qu'aujourd'hui, que les formations, les cours d'entrepreneuriat devraient être enseignés dans les universités et Oui, non oui. pas rester l'apanage des ONG ou de quelques agences de formation? Oui, oui. Moi, j'ai toujours été pour cela. Et pas seulement pour l'entrepreneuriat, parce qu'en passant, je vous informe que je suis experte en genre. Et je me dis que la difficulté d'adaptation Ok, qu'on a liée à certaines questions de société, c'est parce qu'on n'arrive pas à les systématiser. ok, Chacun va venir avec son école d'entrepreneuriat et tout ça, et ça ne va pas toucher tous ceux qui en ont besoin. Alors que tous ceux qui en ont besoin, ce n'est pas seulement les jeunes actuels, mais aussi ce sont les générations à venir. Donc, s'il faut inculquer une culture entrepreneuriale chez nous ici, il faut effectivement que cela soit intégré dans les curricula, dans les écoles primaires, secondaires, universitaires, pourquoi pas. C'est très important parce qu'au moins l'entrepreneuriat est pratique. ok. Et c'est facile à comprendre. Ce n'est pas trop de mathématiques. Non, non. Tu es entrepreneur, on ne va pas t'obliger à te montrer les mathématiques. On va juste te dire, tu dois bien gérer tes bénéfices, tu dois bien gérer tes entrées et tout ça. Mais ce n'est pas de la mathématique. On va t'apprendre X, Y, ceci, non. Mais pour ces jeunes qui vous disent, par exemple, ah, Maui, Pascaline, le jeune est à Mongandanga, il est à Isiro, il est à Yakoma, il a Adi Belenge qui dit oui, Pascaline Zamunda nous parle comme ça parce qu'elle a réussi. Mais nous, où trouver les financements pour commencer? J'ai des idées, par exemple, avec des bananiers chez moi, mais comment faire? Où trouver ces financements? Où il doit commencer pour Oui. se lancer dans l'entrepreneuriat? Si il faut entreprendre, il ne faut pas commencer à visualiser les défis, les problèmes. Ok, On dit un entrepreneur voit les opportunités là où les autres voient des problèmes. problème, voilà. Voilà. Donc, si un entrepreneur va dire que pour commencer une activité, il faut de l'argent, moi je dirais que ce n'est pas un très bon entrepreneur. Ah bon? Parce que là où les jeunes de Dibelenge, il est là, il ne va pas me dire que tous les jeunes de Dibelenge n'entreprennent pas. Il y a certainement un qui fait le poulailler là-bas, il a commencé par une poule donnée par son oncle et tout ça, Mhm. et il a des œufs maintenant, il en vend, il vend des canards et ceci. On le sait bien que partout en RDC, bien qu'on parle aujourd'hui de la difficulté pour les gens d'entreprendre, il y en a qui ont commencé comme dans la blague et ils entreprennent. Ok, Mais on veut que cela soit systématisé. ok, Dès lors qu'on a compris que c'est une opportunité de création d'emplois, c'est une opportunité de création de revenus. Il faut ok, maintenant que cela soit systématisé. On n'a pas dit que c'est impossible d'entreprendre en RDC parce qu'on a des milliers de gens qui entreprennent et l'État en est conscient. Mais on veut bien sûr qu'il pousse sa volonté loin dans l'assainissement de l'environnement et du climat des affaires, dans la saisine des opportunités, pour que cela soit vraiment systématisé et que les gens se retrouvent bien. C'est ce que moi je dis. Mais je n'ai jamais dit qu'entreprendre, c'est parce que là où moi je dis, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui
coupent le pondou dans les champs, ils pilent ça, ils le mettent dans les sachets. Et sur les WhatsApp, quand on parle d'autres choses, ils vous disent, moi j'ai les pondous à vendre. Elle va vendre, elle va avoir 500 francs d'intérêt. Elle c'est déjà une opportunité, elle se retrouve dans ça. Donc, les opportunités, ce n'est pas ce qui manque. Mais d'autres jeunes qui te disent, par exemple, à Bukavu, disent oui, c'est bien, Pascaline Zamunda. Quand je vends, c'est là où je dois avoir et l'argent, les frais pour prendre soin de moi. Si je suis marié, prendre soin de ma femme et de mes enfants. Si c'est la femme, prendre soin de mon mari et des enfants. Maintenant, comment je fais tourner mes activités? Parce que de ces mêmes ressources, je vis de ça. Comment? L'État ne donne pas de subventions. Je n'ai pas accès à des crédits, à des microfinances. Je vis comment? Je me développe comment? À ça, Pascaline, comment elle répond? Mais je dirais la même chose, bien pour ceux qui ont un emploi salarié. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Ils sont confrontés à ces besoins quotidiens. Donc, ça ne veut pas dire qu'avec les salaires, ils sont capables ou sont en mesure de résoudre tous les problèmes qui se présentent. Donc, c'est un problème de choix. D'amour, ça, c'est un problème de choix. Et de priorités. Bien sûr, et des priorités. Mais quand tu sais que ça, c'est mon seul revenu, c'est ça qui fait en sorte que je puisse avoir à manger aujourd'hui, en tout cas, tu dois faire l'échelle des besoins et des priorités pour savoir. Ça, c'est une question d'organisation personnelle. Donc, même ceux qui travaillent, effectivement, l'argent qu'ils gagnent ne leur permet pas de résoudre tous les problèmes au moment. Mais si cette activité te permet d'abord d'avoir une occupation, parce que c'est très capital, et puis tu quittes l'étape de l'occupation, tu sais que si ça me permet déjà de gagner 500 francs, les 500 francs ici, au moins, ça peut me permettre de résoudre un petit problème. Et si en continuant, tu sais que si j'ai fait plus, ça peut m'aider à gagner 1000, 2000, 3000 francs. Effectivement, tu vas plus te concentrer dans ton activité. Tu ne vas pas prendre les 1000 francs de capital, bouffer ça pour dire que non, je n'avais pas de choix. Je sais que c'est très difficile, mais c'est le seul moyen aussi de t'en sortir. Quand tu sais que cette poule me donne des œufs, tu ne vas pas dire que non, il ne s'est pas suffisamment d'œufs, je mange la poule. Ça veut dire que tu te tues toi-même. Très bien dit avec l'image de la poule. Donc, tu te dis, il n'y a pas suffisamment d'œufs, il faut manger la poule. Pascaline Zamunda, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Si riche, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Donc, un entrepreneur est un businessman, est un businesswoman. Ben oui, il n'y a pas de différenciation entre les deux. En tout cas, c'est une personne qui peut être une femme ou un homme, oui, qui fait des affaires, qui a le goût d'affaires et qui a le goût aussi des risques. Qui a le goût des risques. D'abord, ça, on dit que c'est ça la vraie définition de l'entrepreneuriat, parce que même les plus grands entrepreneurs aujourd'hui, quand ils font leur planification, ils les font sur papier. Mais après, ils seront confrontés à différentes réalités. Ici, on parle de l'État. Mais après, il y a l'environnement qui intervient. Tu peux planter aujourd'hui, l'État t'a donné même un champ, tu mets les maïs et tout ça. Mais après, il y a les insectes ravageurs qui peuvent venir. Après, il y a les pluies qui peuvent venir apporter tout ça. Tout ça, ce sont des obstacles qu'on rencontre dès lors qu'on commence à mettre en œuvre notre plan. Donc, et l'entrepreneur, ça ne doit pas dissuader un entrepreneur qui est un aventurier. On dit qu'un entrepreneur, c'est un aventurier. Voilà, il faut faire l'aventure. Donc, il vient explorer. Oui, tu te lances, tu sais qu'en tout cas, ça, c'est une aventure. Mais quand même, il faut avoir des aptitudes. Quelles sont les aptitudes que l'entrepreneur doit avoir? Il doit avoir un profil. Par exemple, tu n'as aucune connaissance dans l'huile de palme, je ne pense pas que tu vas te lancer. Donc, il faut déjà avoir des aptitudes. Ça dépend. Moi, je pense que c'est les deux marches. Tu peux t'asseoir, réfléchir, ça c'est les schémas formels, classiques et tout ça. Mais est-ce que toutes nos mamans, là, quand elles ont commencé à vendre la farine, elles ont réfléchi nécessairement? Non. Parfois même, c'est une amie qui l'a appelée, tu sais, moi je vends la farine depuis quelques temps et je trouve que ça m'aide. Elle aussi, elle dit, ah d'accord, moi aussi j'ai des problèmes à la maison, donc je dois commencer par ça. Donc, il y en a qui font, il y a ceux qui sont sur l'État aujourd'hui et ne vont pas te dire qu'ils ont eu besoin de gros diplômes pour le faire. Donc, je reviens, la nécessité des diplômes, c'est pour aider évidemment les entrepreneurs, mais c'est pour systématiser. Donc, il y a besoin bien sûr de la formation parce qu'on a trouvé que c'est un domaine très intéressant pour les pays, notamment parce que ça contribue au PIB, parce que ça aide à générer les impôts et les taxes qu'on sort. L'État doit s'impliquer. À un moment, ça doit cesser d'être une affaire individuelle, comme on le constate dans notre pays, et que ça soit une affaire de l'État. Donc, ça quitte. On ne peut pas éternellement, à 20 ans,
on entreprend, mais après, on ne sait pas c'est quoi la position de l'État par rapport à l'entrepreneuriat. Parce qu'on sait que quand ça grandit, l'État tourne autour et il soutient des revenus. Mais parce que c'est un domaine intéressant et pour l'État et pour la population, pourquoi ne pas fixer cela? Pourquoi ne pas systématiser, régulariser les choses et savoir que l'État s'implique, à un moment donné, ça concerne maintenant 2, 3, 4 personnes, ça veut dire que la présence de l'État devient importante. Donc l'État a un élément important à jouer dans le Absolument. développement de l'entrepreneuriat en Absolument, RDC. en RDC, Parce que vous absolument. venez de le dire de manière claire, vous lancez votre activité et lorsque ça génère des revenus, l'État se tient compte, voilà, là, il y a une activité qui remporte. Où est Oui. ma part en tant Mais qu'État? oui, De la même manière que l'État vient exiger ses droits, de la même manière, l'État a des devoirs envers les absolument. entrepreneurs Oui. et ils doivent les Il y a encadrer. beaucoup de manque à gagner. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Il est conscient qu'il est dans les formels, il doit payer, il a un compte en banque, il a mais il travaille dans un bureau, il paye la SNEL, mais il n'y a pas l'électricité. Pourtant, son entreprise veut à tout prix du courant électrique. Alors, comment vous voulez qu'il génère suffisamment de revenus pour se dédouaner avec l'État et pour payer les autres dépenses? Là, l'État ne va pas voir ça. Et pourtant, nécessairement, c'est son devoir aussi d'assainir l'environnement, de créer des infrastructures qui permettent à ce qu'il ait. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on ne devait pas faire la même chose. Pascaline Zamunda, s'il fallait vous retenir de votre passage dans Data Market, qu'est-ce que l'on doit retenir de vos propos? Surtout quand il s'agit de l'entrepreneuriat, je dis qu'on cesse de penser que l'entrepreneuriat, c'est que des défis. C'est pour moi d'abord une opportunité. Quand on parle de la RDC, tous les problèmes font appel aux opportunités. Et donc, pour ceux-là qui pensent qu'entreprendre, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de contraintes, moi, je les inviterai d'abord à oser. Parce que ça marche. Mais pour l'État, là, je l'implore, j'invite l'État à s'impliquer, pas seulement parce qu'il en a les devoirs, parce qu'il a aussi à gagner dans l'entrepreneuriat. Au vu de la situation économique de la RDC, on sent l'absence de l'État dans les domaines d'entrepreneuriat, alors que c'est vraiment le moment que l'État congolais puisse s'impliquer dans l'entrepreneuriat. Le président actuel, il faut qu'il en fasse une priorité. Il n'aura pas que des problèmes à résoudre, mais il va aussi avoir beaucoup d'opportunités dedans. Pascaline Zamunda, un jeune qui te suit en Afrique, en RDC, il se pose la question, comment élaborer un business plan? Est-ce que tu as des petites astuces là à le donner? Bien sûr, et on peut même l'accompagner, ça c'est la moindre des choses. La tendance aujourd'hui, c'est de vouloir créer des regroupements des jeunes entrepreneurs, des regroupements informels. Là où les jeunes peuvent trouver l'information nécessaire, là où ils peuvent accéder à l'information légale. Je peux en passant vous informer que sous l'initiative de notre organisation, on a mis en place une application qui s'appelle Mpaku App. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes qui ont besoin de se formaliser n'avaient aucune information légale sur la création, par exemple, d'une entreprise, sur les coûts, par exemple, des différentes démarches. Et nous, on a voulu rapprocher l'information à ceux qui en ont besoin. On l'a fait avec l'appui de la Fondation Conrad Adenauer. On a interpellé l'État, on a dit, cette application, on veut la remettre à l'État, que l'État en fasse un bon usage, parce que c'est à la portée de tous les entrepreneurs. Et il y a les gens qui consultent, vous vous rendez compte, en consultant l'application, il se trouve que payer un frais, payer un service quelconque pour mettre en place une entreprise, c'est 8 000 francs. On a vu que pour créer un restaurant, c'est 8 000 francs ou 24 000 francs congolais. Mais jamais un agent de l'État ne te dira pas que c'est 8 000 francs. Il ne te dira jamais que c'est 24 000 francs. Il va te dire non, donne d'abord 50 000 francs parce que c'est compliqué là-bas, il faut ceci. Pour que les ministres signent, il faut que je donne aussi 100 $ de plus. Et tout ça, ce sont des éléments qui découragent. C'est le mois de la femme. L'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Moi, je dirais que les femmes ont beaucoup d'atouts d'entrepreneuriat. En tout cas, moi, j'ai vu que les femmes ont même du tact
Aujourd'hui, avec les e-market, je peux te dire tout ce qui concerne maquillage, habillement, nourriture, les femmes sont très souples dans ça. Mhm, Et moi, je trouve que rien ne pourra bloquer les femmes. Bien sûr, si on va dans les considérations du genre, bien sûr, on peut trouver des obstacles. Mais pour une femme qui se conçoit hein, comme entrepreneur, en tout cas, elle doit y aller, elle doit foncer. Et là, même des atouts plus que les hommes, parce qu'après, dans l'entrepreneuriat, on dit aussi la séduction, dans le bon sens, compte aussi la façon de te présenter, mhm, l'attirance existe aussi. Et moi, je pense que mhm. les Tout à femmes, fait, cela constitue un atout tout à fait. pour les femmes qui peuvent capitaliser pour leur business. Donc, au-delà de toutes les considérations socioculturelles et de la situation réelle qu'on vit en termes d'inégalité, de discrimination, je pense que la femme a vraiment beaucoup de chances à mettre de son côté pour faire l'entrepreneuriat en RDC. Est-ce que les objectifs 2030, égalité des chances, parité, 2030, ainsi de suite, cela est faisable quand vous voyez l'environnement ici en RDC par rapport à la femme? Nous sommes en 2019. Oui, oui, 2030, c'est pas longtemps. Hein. C'est pas longtemps, mais aussi c'est possible. Mhm, Les problèmes, c'est qu'il faut qu'on s'y investisse réellement. mhm, Moi, je suis passionnée des questions de droits des femmes et je suis même, on me traite de féministe et tout ce que les gens veulent et j'assume cela. Mais moi, je déteste l'injustice. Ça, c'est mon maître mot. Dans toute ma vie, j'ai réagi toujours face à l'injustice. Et tout ce que la femme congolaise vit aujourd'hui, quand on la conçoit tel que un sujet de seconde zone, un être faible, tout ce que vous voulez, quand on la discrimine sur tous les plans, pour moi, je résous en un seul mot, c'est de l'injustice. L'injustice sociale et tout ça. Et donc, j'ai fait de ça mon combat. Pour revenir en 2030, si l'État en prend conscience, si nous, en tant que femmes, on en prend conscience, et on met, surtout nous, les activistes, nous qui voulons changer, nous qui voyons les choses, leur pertinence et décidons de changer, 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on vous dit, 10 par ans, on peut exemple, faire beaucoup de dans le choses. domaine professionnel, la femme ne soutient pas la femme, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je ne dirais pas que les hommes soutiennent aussi les hommes. Quand on est dans les domaines professionnels, il faut qu'on voie la structure. Si on est dans un travail rémunéré, on n'a pas besoin d'avoir un soutien de quelconque. On a ses compétences, on postule, on a son travail et ça s'arrête là. Il y a bien sûr des domaines où on a besoin d'avoir un soutien et bien sûr, vu la considération de la femme en RDC, aujourd'hui, une femme ne peut pas y aller seule parce qu'on la lie toujours à ce qui ne va pas. C'est là qu'on fait appel maintenant au réseautage et tout ça. Mais les femmes ne sont pas homogènes, les femmes sont hétérogènes. Moi, aujourd'hui, je me suis spécialisée sur les questions de droits des femmes. J'ai une avance sur des femmes qui ne connaissent pas qu'il existe des droits des femmes. Mais comment vous voulez que de façon spontanée, ces femmes-là me soutiennent? Non, ce n'est pas automatique. Il faut qu'elles sachent que, ah, vous voyez, c'est ça les droits des femmes. Donc, vous, les femmes cultivatrices, les femmes qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, voilà la manière dont vous vivez dans vos foyers, peut-être vous expose à des violations. Il faut du temps pour qu'elles comprennent. Donc, ce n'est pas automatique qu'ils doivent me comprendre. Vous bénéficiez du fait que vous avez suffisamment de droits. On dit aujourd'hui que la femme fait les mœurs, mais l'homme fait le droit. Quand on parle de droit, on sait que l'homme, qui vous juge? Personne ne juge les hommes. Parce que tout leur appartient. Même quand on parle de pouvoir, il dit il faut vous battre pour arracher. Donc, on doit arracher le pouvoir des mains des hommes. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas notre affaire. Nous devons aller et arracher. Donc, on n'est pas dans une même position, on n'est pas dans une même situation, mais on est consciente de cette situation et on y travaille. Et on ne se blâme pas parce qu'un médecin ne peut pas réfléchir comme un sociologue. Donc, quand on parle des questions de femmes, il y a qui ont une certaine avancée dans l'information et d'autres qui n'ont pas, et c'est tout à fait normal. Très chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a un nouveau sujet d'échange dans un de nos magazines avec Pascaline Zamunda. Ce n'est pas encore fini. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi Data Market. Nous avons reçu pour vous Pascaline Mungwa, entrepreneur et entrepreneur social. Elle encadre les jeunes. Elle nous a donné sa vision de l'entrepreneuriat. Vous pouvez continuer d'échanger sur cette émission dans les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Data Market, ou allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Symphorien KTND TV pour retrouver notre entretien si riche avec Pascaline Zamunda. Si vous nous avez raté ce soir à 22h
juste sur Kin 24 Télévision le lundi. Rattrapez-nous le mardi à 11h juste. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. C'est